Excellent. On est parti. Donc, aujourd'hui, on va aller voir les formulaires. Donc, si on retourne sur notre application avec React with Hooks, dans les main concepts, on va aller au formulaire. Mais avant de faire ça, on va juste faire un petit détour sur une problématique que peut-être que vous avez rencontrée ou que vous allez possiblement rencontrer, qui est l'utilisation de plusieurs balises JSX une à la suite de l'autre, en série. Donc, on va se donner un petit exemple de la problématique. Donc, si on s'en vient ici, puis on se fait un component. Donc là, ici, je n'utilise pas la méthode standard d'avoir un component dans un autre fichier, purement parce que on est dans un contexte d'apprentissage. Fait qu'il faut pas... on ne veut pas perdre de vue les choses. On est capable de voir des petits exemples tout à l'intérieur. On va voir ici un petit exemple d'un component. Donc un component fonctionnel en React, on sait que c'est une fonction qui a un nom. Fait qu'on va juste l'appeler bonjour. Puis à l'intérieur de celui-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir un return. On va avoir plusieurs lignes de JSX. Fait qu'on met des parenthèses à l'intérieur. Et si on fait juste un début, là, ok, vous savez qu'on a un H1, et on dit bonjour, on sait maintenant que on peut utiliser ce component-là ici sans problème. Avec le backslash, on a ça ici. Donc, à ce point-ci, je m'attends que ça soit pas mal ancré. Là, il ne devrait pas avoir de problématique spécifique. Mais qu'est-ce qui arrive si j'aimerais ça avoir un H2 en dessous qui dit allô la classe? Donc, ça sonne anodin hein, comme ajout, mais quand je regarde ça, fait que si on regarde, on a ici un failed compile. Fait que on a le adjacent GSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a GSX fragment? Puis ici, en fait, l'erreur est effectivement la réponse qu'on recherche. Le principe ici, c'est que quand on retourne du GSX ou quand on a une expression de GSX hein, qui peut être soit sauvegardée quelque part, qui peut soit être utilisée dans un return, j'ai juste le droit de partir d'une balise par an. Okay? Donc le root, la racine, j'ai juste le droit de une balise. Je n'ai pas le droit d'avoir des balises adjacentes. Ce que j'ai le droit, c'est de faire, admettons, un div. Puis là, après ça, à l'intérieur de ça, on va mettre la balise. Puis si on fait ça, on voit que c'est fonctionnel. OK? Fait que, habituellement, c'est ça qu'on utilise comme une espèce de raccourci. Mais il y a certains éléments qui peuvent devenir problématiques. Ici, on va aller voir dans les Advanced Guides, on va aller voir le principe de fragment à un endroit où c'est que c'est problématique. Fait qu'ici, on a l'exemple, où c'est qu'on a le hello, le world, on veut avoir ces deux éléments-là, mais on met un div. Mais mettons que le columns, okay, ici, c'est des TD là, à l'intérieur de notre row. Fait que le principe, c'est que les colonnes, il faut qu'ils soient à l'intérieur. Mais là, si on met un div à l'intérieur, hein, on a le columns ici qui est appelé, ça va retourner cette affaire-là. Ce que ça me donne comme résultat, c'est que dans le TR, il va y avoir un div qui va casser complètement ma table. Fait que si je ne veux pas rajouter une vraie balise, mais je n'ai pas le droit d'avoir comme racine deux balises adjacentes. Fait que ici, les fragments, ça nous permet de résoudre ce genre de problème-là. Le principe, c'est qu'on peut avoir les fragments okay, qui sont des React fragments. Puis, on peut les faire entourer, puis ça va fonctionner. Ici, on n'a pas besoin, d'en fait, d'utiliser React fragments. On a une version syntaxique raccourcie qui nous permet d'avoir une balise qui a juste rien à l'intérieur. Fait qu'en fait, le truc pour avoir l'élément ultime, ça va être d'avoir juste les plus petits plus grands, puis le plus petit slash plus grand pour avoir un fragment qui va être donc une balise de racine, mais qui est fake. Fait que quand on va générer le HTML, ça ne sera pas utilisé.
Ici, c'est pour contourner les requis techniques à l'intérieur du JSX. C'est purement à cause que les fonctionnalités qui sont utilisées pour avoir le JSX n'est pas compatible avec des fragments adjacents. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé ou c'est sûrement quelque chose qui va vous arriver à un moment donné. Vous avez maintenant la méthode officielle pour régler cette problématique-là. Et que ça, c'était notre premier sujet de la journée. Deuxième sujet de la journée, ça va être les formulaires. Donc, le principe de formulaire en HTML, c'est quelque chose que, qui est requis dans la majorité des applications web. Donc, ça me permet d'avoir un formulaire, OK, puis après ça, d'avoir différentes balises spécialisées par rapport au formulaire qui vont être capables d'avoir de l'information à l'intérieur. Là, ici, il faut comprendre que à la création du HTML, les formulaires étaient utilisés pour être capable d'envoyer une information à un serveur externe, puis que le serveur externe reçoit cette information-là et retourne une nouvelle page par rapport à l'information qui avait été recueillie. Cette prémisse-là n'est plus vraiment valide avec les différentes librairies d'affichage. Le principe ici, c'est qu'on a une page web qui est complètement interactive, qui gère son propre état. Donc, au dernier cours, on avait vu le use state qui me permettait d'insérer des blocs comme des variables dans notre affichage qui étaient automatiquement gérés par React. Ici, ça va être le même principe qui va nous dicter que on a le formulaire normal, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme remplacer toutes les fonctionnalités du formulaire habituel par des fonctionnalités de React. En gros, le principe des formulaires, ça va être qu'on va le découper en morceaux, on va le plugger nos différents éléments, puis à partir de là, on va pouvoir utiliser React à la place d'utiliser le formulaire normal. Donc, on va regarder comment est-ce que ça se passe. Fait qu'on a le principe du form avec les différents éléments. On va voir comment est-ce qu'on transforme ça en React. Fait que le principe fondamental, on va aller regarder un premier exemple. On va remplacer notre élément ici. Et on va utiliser cet élément-là. On a ici dans notre table principale le name form. On va aller voir qu'est-ce qui. Ah oui, on va commencer à utiliser le useState. Il faut l'importer. Excellent. On s'en vient ici. Puis si on regarde, on a un nom, on a un input. Je peux marquer des choses. Je clique sur Submit. Et on a une alerte qui indique qu'est-ce que j'ai marqué à l'intérieur. Si je marque autre chose, je clique sur Submit, c'est l'autre chose qui apparaît encore une fois. Donc, on peut facilement voir c'est quoi la fonctionnalité de ce form-là. On va aller regarder comment est-ce que ça se passe à l'intérieur pour bien comprendre comment est-ce que je peux utiliser le form dans React. Fait que si on regarde, on a le form qui est ici. Donc, après ça, on a bon, l'habituel form, ok, tout ça, ça va bien. On a le label. On a ensuite un input, puis de type submit, puis un input de type texte. Donc ça ici, ça ne change pas avec les formulaires standards. Qu'est-ce qui va changer ici? Premièrement, ça va être le principe de quand j'ai besoin de cliquer sur le submit, habituellement, le submit nous envoie l'information à une page externe. Et que nous autres, il va falloir remplacer cette fonctionnalité-là par notre propre fonctionnalité. Et pour être capable de gérer le submit, on va avoir ici dans le form, okay, l'attribut onSubmit, puis on va avoir ici la référence, un peu comme le bouton, là, donc dans le même principe que quand on a utilisé le bouton, où c'est qu'on avait le onClick, mais là on va avoir le onSubmit qui m'indique une fonction que j'aurais pu créer quelque part d'autre. Encore une fois, ici, c'est une des versions qu'on peut l'écrire. On a vu que ça, c'est...
On pourrait avoir une expression qui est une fonction, puis on pourrait même avoir un arrow function directement ici qui aurait les différents éléments. Le principe du onSubmit, c'est que c'est une fonction JavaScript de base qui envoie, on le voit ici, là, on est gentil avec WebStorm qui nous dit des choses, ça nous envoie le event. Le event est utilisé pour savoir qui c'est qui a cliqué, où c'est que j'envoie les choses. Là ici, en fait, on veut canceller l'utilisation du formulaire normal. Hein, le principe, c'est que le formulaire n'a pas besoin d'envoyer l'information à une page web externe parce que dans notre application, on va gérer localement toutes nos différentes données. Fait que pour faire en sorte que ça n'envoie pas l'information quelque part, il faut utiliser ce qu'on appelle le prevent default. Fait que le event ici, c'est un objet de JavaScript qui a à l'intérieur la méthode prevent default. Fait qu'on peut l'invoquer. Puis ça ici, ça va faire en sorte que ça ne va pas changer de page comme dans un formulaire habituel. Après ça, on peut avoir n'importe quelle autre information. Là, ici, il y a un alert, ça peut être un console log, ça peut être n'importe quoi. C'est pas la partie importante. Fait qu'on a le premier qui est de enlever l'utilisation du formulaire normal puis le remplacer par une fonctionnalité que nous, on gère nous-mêmes. Ensuite, fait que là, ici, après ça, par exemple, le submit button ne change pas, c'est de type submit. Hein, c'est ça qui va invoquer le submit. Ça, c'est standard pour les formulaires. On a ensuite le type input avec du texte, hein, donc la barre avec le texte à l'intérieur. Là, ici, on va avoir deux éléments à faire. Parce qu'encore une fois, le principe, c'est que les formulaires, habituellement, géraient leur propre état, hein, puis étaient capables de gérer toutes les différentes informations qu'il y avait à l'intérieur du formulaire. Mais le principe de React, c'est d'être capable de justement gérer les différents états de notre application. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut comme débrancher toutes les fonctionnalités du formulaire normal, puis brancher ça dans des fonctionnalités de React à la place. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir pour le input, on va se créer un state, puis le state va avoir les informations qui sont écrites en tout temps à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on commence, puis on va avoir ici hein, l'utilisation de useState. Donc, on a vu ça au dernier cours. La fonction useState prend comme paramètre la valeur initiale, donc une chaîne de caractères vide dans ce cas-ci. En passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on utilise WebStorm avec des différentes fonctions, le texte qui est en gris ici, c'est pas du texte, là. Okay? C'est pas quelque chose que je peux cliquer. Ici, ça va regarder dans la librairie, ça va regarder dans la documentation, puis ça me dit c'est quoi le nom du paramètre hein, pour m'aider. Donc, on a le initial state, qui est juste une chaîne de caractères vide. On est bien content. Puis le useState me retourne la valeur en lecture seule. Donc, où c'est que je vais être capable de l'utiliser en lecture, quelque part que je veux l'assigner ou le présenter à quelque chose. Puis, je vais avoir le setValue, qui va être une fonction qui va être capable de modifier cette valeur-là. Donc, encore une fois, le principe fondamental du state, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser, on n'a pas le droit de modifier value. Hein? Donc, on utilise toujours setValue à la place. Qu'est-ce qui vient avec tout ça? On a donc le principe de notre input, hein, de type texte. On va rajouter deux liens, un en écriture, un en lecture. Fait que le principe, c'est que la valeur, le value de notre texte à l'intérieur va être égal au value qu'on a dans notre paramètre de notre useState. Donc ici, j'ai utilisé value parce que c'est comme la valeur de texte direct, là. Mais cette value-là, j'aurais pu le nommer autrement. Là. Fait qu'on peut voir ici que quand je sélectionne value, WebStorm est conscient de c'est quoi les valeurs qui sont rattachées. Hein, donc on peut voir que c'est cette value-là, puis cette value-là qui sont le même élément. Mais ici, le value, ici, ça c'est le nom de l'attribut. Fait que ça n'a pas le rapport direct. Nous autres, on fait le lien entre les deux là, en écrivant ça ici. Fait que l'attribut value est égal à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la variable value. Pourquoi je dis à l'intérieur? Parce qu'on a utilisé les accolades qui me permettent de dire j'évalue le contenu, puis je vais utiliser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que si je fais quelque chose comme ça,
ben, si je mets une valeur initiale quelconque, ça va être automatiquement répercuté à l'intérieur de cet élément-là. Deuxième chose, si on va faire autre chose. On va justement se mettre ça à l'intérieur d'un CTRL-SHIFT. Ouais, Alt-Shift. On va justement se mettre ça à l'intérieur d'un fragment pour être capable de mettre un bouton. Puis dans le bouton, on va avoir un on-click. Dans le on-click, on va avoir un arrow function parce que ça ne me tente pas d'écrire plus de choses. Dans le arrow function, je vais dire set value, puis je vais mettre le texte yo. Okay. Et après ça, on fait change value. On a un deuxième bouton change value. Puis quand je vais cliquer dessus, ça va changer le value à yo. Quand je clique dessus, je peux voir qu'à l'intérieur de mon input, le lien est direct avec l'état value. Je peux le changer de différentes places. Ça va le changer à l'intérieur de mon input. Avec ça. On a ensuite, qu'est-ce qui arrive quand j'arrive puis je tape des choses? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Parce que la valeur value est changée à comment est-ce qu'on fait ça? Ben, le input a un attribut onChange. L'attribut onChange, comment il marche? C'est ça va invoquer cette fonction-là à chaque fois qu'il y a un changement dans le input. Dans le handleChange, on va avoir ici cet élément-là. Donc, handleChange, c'est la fonction qui est ici. Encore une fois, c'est une des versions possibles. Je préfère un function expression, je préfère ici un arrow function. Puis, encore une fois, cette fonction-là, c'est une fonction qui est déjà prédéfinie dans les inputs, là, qui m'envoie le event. Fait que quand on a des events qui ont de l'information à l'intérieur, je peux utiliser le event.target.value pour aller chercher comme le texte qui a été modifié. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait le set value, puis au fur et à mesure que je change le texte, à chaque fois que je tape quelque chose, ça change le state pour qu'il soit toujours mis à jour. Ça fait en sorte que quand j'ai ça ici, j'ai le Hugo, puis si je submit, la valeur de value dans mon state à ce moment-là, c'était Hugo. Encore une fois, un autre élément important de comprendre avec les states, là, un petit retour sur la semaine passée, c'est que chaque component a un state qui lui est propre. Fait que ici, on a un premier state, puis ici, on a un deuxième state, puis chacun a son propre état qui est sauvegardé, son propre value. Donc, c'est comme une propriété d'un objet là, qui est sauvegardé. Fait qu'on peut facilement réutiliser ces différents components-là dans nos applications. Fait que c'est pas mal ça, la prémisse fondamentale des formulaires. C'est qu'on utilise les formulaires parce que c'est important là, dans n'importe quelle application, mais quand on utilise ça dans React, on veut enlever toutes les fonctionnalités de base d'un formulaire puis les remplacer par notre propre version des choses. Si on regarde un autre qui est intéressant, ça va être le select. Donc, tu sais, là, on a vu le formulaire, on a vu le input avec le texte. L'autre qui peut arriver, ça va être le menu déroulant. On va ici. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. On regarde ici. Puis on a ici un menu de sélection. Puis quand je clique sur le Submit, ça va me dire lequel qui a été sélectionné. Okay? Ici, point important pour bien comprendre, puis voir les différentes subtilités de la chose. Les noms qui sont dans la liste, ils ont des lettres majuscules. Quand je clique sur Submit,
l'information qui m'est retransmise est en lettres minuscules. Ça veut dire que ça ne me retransmet pas directement le texte qui est à l'intérieur, mais bien une valeur qui va être rattachée à ce texte-là. On va voir comment est-ce que ça se passe dans le code par la suite. Fait que si on regarde le code de notre flavor form, on a, bon, le début, hein, c'est le même. UseState, on a un value, un set value. Puis ici, par exemple, on a une valeur par défaut qui est coconut. Ensuite, si on regarde le form, on regarde le onSubmit, même principe, on a le handle submit, on a l'alerte, on a le prevent default, ça reste pareil. Ensuite, on a le input submit de type submit, hein? Donc ça aussi, ça reste pareil, on n'a rien de changé. Nous, ce qu'on va aller voir vraiment, c'est le menu de sélection qui va être différent. Fait que le menu de sélection, comment est-ce que ça va marcher? Ben, on a le menu de sélection, hein, le select avec la fin du select. Puis à l'intérieur, on va avoir les mêmes choses qu'on avait avec le input de texte. Fait que la valeur est rattachée à notre valeur de notre useState. Puis à chaque fois que je change, je veux appeler le handleChange qui lui va regarder le event target value puis va rechanger le set value. Fait qu'on peut voir ici que dans le select, okay, c'est la même chose que le input de type texte. On a le value est égal à value, là on a onChange est égal au handleChange. Tout ça est pareil. À la fin, ensuite, en fait, on a le principe des options. Hein, donc, pour avoir qu'est-ce qu'il y a dans la liste, dans cet élément-là, on va avoir différentes options. Fait qu'on a différentes options. On a le nom qui va être affiché dans la liste. Puis, pour chacun, on a la valeur qui est rattachée avec. Et la valeur qui est rattachée avec, c'est ça qui va être sauvegardé dans notre value. Et ici, ça veut dire que, mettons, à la place d'avoir les noms directement, je pourrais avoir, mettons, une numérotation. On regarde ça, on passe ça, on sélectionne, et je peux voir qu'à ce moment-là, c'est le numéro de la sélection qui me permet de bien travailler avec. Encore une fois, le principe fondamental des formulaires, c'est on cancelle puis on enlève toutes les fonctionnalités qui viennent habituellement avec le formulaire. Donc la gestion de l'état interne, on le remplace complètement. Le fait d'envoyer de l'information à un serveur externe, on l'arrête complètement. Puis enfin, on donne tous les pouvoirs à React pour être capable de travailler avec ça. Excellent. Donc, ça ici, le restant, c'est tous les mêmes principes. Et ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec le select. Qu'est-ce qui nous reste à regarder? C'est le gentil devoir de ce soir, qui est pas si gentil, parce que je suis un homme foncièrement méchant qui veut vous faire travailler. Donc, on va regarder comment est-ce que le travail de ce soir représente cette méchanceté incarnée qui est moi-même. Oui. Vas-y, vas-y. Fait que le principe ici, c'est que tu n'as pas besoin d'une autre page quand tu as une application en React. Hein? Donc, le principe, c'est que tout est géré à l'intérieur de la page. Quand on s'en va sur Facebook, hein, tu es capable de faire un paquet de choses sur la page. Puis, il n'y a pas de changement. Et oui, à un moment donné, il y a des changements d'adresse, puis on va voir ça en temps et lieu. Mais le principe fondamental, c'est que React est utilisé pour faire ce qu'on appelle des single page web app. Et que l'information n'est pas directement transférée quand... en fait, l'information n'est pas transférée d'une page à l'autre parce que tu n'as pas besoin de passer d'une page à l'autre. Exact. C'est deux... On a une question de Kamel. Bien, bonjour.
ben, est dans une variable, est dans le state value. On peut voir ici qu'en fait, que quand on faisait le handle submit, on était capable de recueillir cette valeur-là, justement. Fait que là, après ça, là c'est juste un alert, là, mais ça pourrait être n'importe quoi ensuite, là. Où c'est qu'une fois que tu le sélectionnes, il y a d'autres actions qui se passent en dessous, plein de possibilités qui viennent avec ça. Est-ce que ça répond à ta question ou c'était pas clair? Parce que... Excellent. Parfait. Fait qu'on va aller regarder. Et on va aller regarder. On va aller regarder le devoir de ce soir. Donc, dans le devoir de ce soir, on va avoir, OK, ici, la question fondamentale en parlant des premiers 151 Pokémon. Là, OK, là, je suis trop vieux pour savoir les autres. Lequel des premiers Pokémon est-ce que tu choisis au début de ton aventure? Des choses importantes dans la vie. Donc, le but de l'application, c'est d'avoir un élément qui est capable de sélectionner avec un menu déroulant, puis d'avoir une image qui va être utilisée par rapport à la sélection que j'ai faite. OK? Donc, je vous donne directement dans le dépôt les différents images de Pokémon. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher, ils sont déjà disponibles. Puis, on a déjà un petit début de app, OK, où je vous donne les différentes images qui sont disponibles, puis le nom des différents Pokémon, au cas où que vous ne les saviez pas. Le principe ici, est-ce que... Non, tu vois, j'ai donné toutes les informations nécessaires pour être capable de faire le travail quand même. Donc, le principe, c'est que je vous demande d'aller une étape plus loin, par exemple, par rapport à qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait qu'on va prendre une gentille photo de ça. Attends, on va la prendre de même. Voilà, comme ça. Ici. Et on va regarder ça. Fait que le principe ici de ce que je vous demande, c'est qu'on va devoir partager l'état entre différents components. Fait que le principe, c'est que je vous demande d'avoir un component pour la sélection, puis d'avoir un deuxième component pour le Pokémon. Puis en fait, c'est ça que je vous donne comme étant déjà préparé. Hein? Donc, on a le Starter Selector. Donc, si on met du texte, ici. Bouger un petit peu. Et en dessous, on a le en fait, il n'y a pas de entre les deux. OK. Donc, on a deux components. Puis, ces deux components-là vont habiter à l'intérieur d'un component principal qui va être notre app. OK? Donc, le principe, c'est qu'il va falloir avoir une communication avec le app pour que les états, parce que c'est du state qui va se passer, qui va être capable d'envoyer l'information à nos deux components comme on a besoin. Fait que le principe ici, c'est que on va avoir le state qu'on veut créer, les informations de quel Pokémon qui est sélectionné. On va l'avoir au niveau de l'application. Puis, au niveau de l'application,
lui, il va falloir qu'il transmette les informations à nos deux components qui sont en dessous d'eux. Donc, le principe de ça, c'est ce qu'on appelle lifting de state. OK? Pour que un élément global, le app, soit conscient de ce qui se passe, puis envoie juste les informations nécessaires aux différents sous-components qui sont en dessous de lui. Donc, le principe, c'est que si on faisait juste ça dans un component, ça serait passable comme travail. Là, ça devient un vrai exercice, OK, avec du fil à retordre. Fait que le principe, c'est qu'on a le app.js. À l'intérieur, il va falloir rajouter du state ici. Puis, les différents components qui sont déjà là, il va falloir leur rajouter des props pour être capable d'envoyer ce state-là à nos différents components. Fait que à l'intérieur de ceux-là, en ce moment, il n'y a rien pantoute, là. OK? Fait que là, ça va être à toi d'utiliser les différentes propriétés pour être capable de faire afficher l'image correctement, faire afficher la sélection correctement. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est de choisir son Pokémon préféré, mais avec une alternative de lifting the state up. Fait que si vous avez de la misère, c'est cette partie-là de la documentation que vous allez regarder ou faire des recherches sur comment lifter le state. OK? Donc, encore une fois, le principe, c'est je veux vous amener à être de plus en plus indépendant, parce que dans 5 semaines, vous aurez plus d'enseignants avec vous. Puis il va falloir être capable de travailler par vous-même, découvrir des nouvelles technologies par vous-même, avancer avec les différents frameworks. Fait que là, je vous dis, voici la problématique. Voici comment régler cette problématique-là, c'est quoi le nom de la méthode. Puis c'est à vous de retrouver comment est-ce que ça va marcher. Ici, Steve parle du modèle MVC. C'est pas ça du tout en ce moment, parce que en React, on n'a pas de controller du tout. OK? Donc, on peut avoir un modèle, mais on n'a vraiment pas de contrôleur. Fait que on a juste des vues, puis tout est dans la vue. Fait que c'est pas un modèle MVC comme on aurait pu voir à d'autres endroits. Parfait. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir aujourd'hui. Il vous reste juste aller travailler là-dessus, puis être capable de bien réussir tous ces éléments-là.